Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien. On est quelques heures après le match, l'Olympico perdu au Vélodrome pour l'OL de Paulo Fonseca. 3-2, un match que j'ai vraiment du mal à digérer. Je ne vous le cache pas, il est quelque part coincé ici et c'est bien coincé. Parce que, et je pense que vous c'est pareil, mais pour moi, voir l'OL qui ne performe pas en Ligue 1, qui ne parvient pas à se hisser dans ses ambitions naturelles, qui sont le top 4 et la Ligue des Champions en Ligue 1, j'ai du mal à l'accepter. J'ai même beaucoup de mal à le digérer. C'est comme ça, il faut que je m'y fasse. L'OL d'hier n'est plus l'OL de maintenant. Les temps ont changé. Le temps lointain d'il y a 20-25 ans où l'OL gagnait tout ou presque en Ligue 1 est révolu. Et il faut que je me fasse à l'idée que maintenant l'OL n'a quasiment... c'est le cas d'ailleurs, c'est même pas quasiment, je retire le quasiment. L'OL n'a plus de marge de manœuvre contre qui que ce soit en Ligue 1. C'est comme ça, c'est un fait, c'est factuel. On est maintenant contre n'importe qui, Toulouse, Brest, l'OM, Lens, Lille, Montpellier, on est tout le temps en difficulté. C'est comme ça. Mais c'est un petit peu aussi la preuve que l'OL dysfonctionne. Et je me suis dit, nouveau coach... Pierre Sage donc limite ses fonctions, Fonseca arrive. Et je me suis dit, il faut proposer aux abonnés une vidéo dans laquelle, Mika, tu pourrais leur dire quels sont selon toi les 2-3 grands chantiers qu'il va devoir impérativement résoudre. Donc, pour faire simple, j'ai décomposé la vidéo en 3 thèmes. Un chantier numéro 1 de court terme, un numéro 2 de moyen terme et un 3e chantier de long terme. Vous verrez que les 3 se complètent bien et je pense que ce sont là les 3 grandes missions que Fonseca aura à remplir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais avant de commencer les gones, pensez au petit réflexe qui ne coûte rien, qui est gratuit, le petit pouce en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes. Voilà, c'est un tout petit réflexe, ça encourage à en faire plus pour vous, d'autant plus dans le contexte actuel où l'OL ne gagne pas, l'OL n'est pas en grande forme. C'est un petit peu une thérapie collective qu'on a entre vous et moi. Donc bref, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche et vous abonner si vraiment vous aimez le contenu de la chaîne par avance. Merci à tous les amis. Et on commence par le thème numéro 1, l'objectif, le chantier de très court terme que je fixe à Paulo Fonseca. Alors quand je fixe, c'est pas un terme pompeux, voilà, je ne suis pas dirigeant, loin de là, c'est moi en tant que petit supporter, c'est l'objectif que je fixerai à mon coach si j'étais dirigeant. Donc, chantier numéro 1, je pense que Fonseca doit impérativement, et c'est un petit peu ce qu'il a dit récemment, retrouver un équilibre collectif pour l'OL. C'est pour moi le chantier number 1, et c'est impératif en fait. Il y a trop de matchs où on subit parce qu'on est mal organisé, parce qu'on est déstructuré, parce que dès que l'on perd le ballon, ça va très vite, trop vite en transition, attaque-défense. Et ça, il y a tellement eu de matchs où on s'est dit, les amis, merde, c'est pas possible, quoi. Il y a trop de lacunes, trop de trous d'air, trop de moments où on est vraiment dans des temps faibles, très faibles, qui font qu'on prend un pion quasiment tout le temps. Et je pense que ça, c'est l'objectif number 1 de Fonseca. Il faut qu'il retrouve, qu'il organise l'équipe pour qu'elle ait une structure, un équilibre, attaque-défense. Offensif, défensif, une structure avec ballon, sans ballon qui équilibre le tout. Sous Pierre Sage, c'est pour moi le problème numéro 1. D'ailleurs, Textor l'a dit en conférence de presse, il y a fait largement allusion. Il avait dit, je vous rappelle, qu'il ne voulait plus voir une équipe en mode survie, mais une équipe disciplinée et organisée. Et Fonseca avait un petit peu surenchéri en disant qu'il voulait une équipe qui soit à la fois organisée avec ballon et sans ballon. Autrement dit, pour faire simple, en des termes moins polissés et plus directs. Sous Pierre Sage, parfois on a vu de belles séquences de jeu, c'est vrai, mais défensivement, c'était un petit peu laxiste. Et sur ce point, l'argument fait mouche, je l'ai déjà dit en vidéo, pour moi c'est un point qui est essentiel. Et je sais que Fonseca va se heurter à ce problème qu'a connu Pierre Sage, à savoir quel équilibre est le plus optimal pour l'OL. La vraie question, en tout cas celle qui pour moi est actuellement prédominante, c'est comment faire pour que l'OL, quand on est en 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, peu importe, comment faire pour qu'on ait un équilibre global de structure. Comment faire dès qu'on a la balle, en bloc haut, pour que derrière, il n'y ait pas des trous béants. Ça, c'est un vrai enjeu. Je prends pour témoin le match d'hier, l'Olympico. Ce match-là, pour moi, il révèle exactement tout le problème, le paradoxe de l'OL depuis des mois et des mois. On a une équipe qui a de bons joueurs de foot. Offensivement, quand tu as Cherki, Mikotadze, Lacazette, Fofana, quand tu as eu Benrahma, ce sont de bons joueurs de foot. Tous, il n'y a pas à dire, on n'a pas à faire une équipe de peintres, loin de là. Mais en termes collectifs, on a trop souvent vu des déséquilibres. Et on a eu souvent un débat en vidéo, à savoir, est-ce que sans ballon, il fallait mettre 3 milieux à vocation plutôt défensive,
le fameux trio Matic, Tolisso, Verretou, ou est-ce qu'il fallait opter pour un schéma avec 2 pointes basses et une pointe haute en triangle dans le cœur du jeu, à savoir généralement Matic plus Tolisso et Cherki numéro 10. Là-dessus, j'ai tout le temps eu le même point de vue, je le maintiens, et je pense que Fonseca va se heurter à cette question-là. Moi, je prône un 4-2-3-1 offensif, sans ballon. Je dis bien sans ballon, parce qu'avec ballon, c'est un petit peu différent. Mais sans ballon, je pense que l'OL doit assumer le déséquilibre. C'est comme ça. Et c'est un vrai enjeu pour Fonseca. Je pense qu'il n'a pas l'effectif, j'en parlerai en fin de vidéo, je pense qu'il n'a pas l'effectif pour gérer les résultats. Quand tu veux jouer un foot très très rationaliste, pragmatique, résultatiste, tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas l'assurance défensive pour pratiquer un foot plus fermé, plus compact, made in Juventus sous Allegri, ou encore Atlético Madrid de Diego Simeone. On n'a pas ce profil d'équipe-là. On a plein de joueurs de ballon qui aiment bien avoir le ballon, et quand on les prive de ballon, on est en grande difficulté. Donc pour moi, là-dessus, on le sait, le mercato hivernal n'aura pas de changement pour l'OL. Donc j'imagine mal Fonseca amener une révolution défensive de profil d'équipe. On ne verra pas d'ici quelques jours, quelques semaines, un OL plus groupé, compact, en mode tortue. On ne verra pas, ça c'est impossible. Les matchs plus compliqués, contre Marseille, contre Lille, contre Lens, Paris, Monaco, on ne pourra pas les jouer en mode bus, comme certains diraient, avec très peu de joueurs qui vont se projeter. Un groupe compact, c'est impossible. On ne peut pas jouer la carotte à l'OL, c'est impossible. Donc pour moi, il faut assumer le déséquilibre. Et je pense que Fonseca, il a ce profil de coach qui, dans ses principes de jeu, valorise beaucoup la possession, la domination, être proactif, protagoniste, jouer dans le camp d'en face et imposer un rapport de force. Là-dessus, pas de débat, je pense que lui, c'est ce qu'il veut. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire ? C'est une vraie question. Pour tout vous dire, il y a environ 10 jours, j'avais préparé en stock une vidéo sur Pierre Sage et les différents défis défensifs qu'il devait résoudre pour l'OL, pour améliorer l'OL. J'avais mis en évidence plein de séquences, j'avais fait un travail de fou avec plein de séquences de screen, vidéo, photos, d'au moins 10-15 matchs que j'avais reconsommés, on va dire comme ça, pour vous illustrer le propos. Et j'avais repéré franchement sur 10 matchs, sincèrement peut-être 40 séquences de transition attaque-défense. Vous imaginez une quarantaine, c'est énorme. Quasiment 4 ou 5 par match. Et sur les 40 que j'avais ciblées, il y en a au moins une sur 4 qui finit en but. Donc c'est quand même symptomatique de ce qui ne marche pas à l'OL. Et ça, c'est un vrai sujet. Retrouver l'équilibre, réinstaurer l'équilibre à l'OL. Grosse tâche qu'aura Fonseca devant lui. Est-ce qu'il pourra la résoudre? J'ai quelques petits doutes. C'est compliqué, il faut des profils spécifiques pour ça, adaptés à ça. Est-ce qu'il les a? J'en suis moins sûr. Et ce sujet-là, je l'évoquerai en 3e thème de la vidéo, c'est mon chantier de long terme pour Fonseca et l'OL. 2e thème de la vidéo, un chantier numéro 2 qui est plus de moyen terme. Et là, sur le moyen terme, donc d'ici on va dire la fin de saison, sur les 4-5 mois qui se profilent devant nous, je pense que le coach va devoir réinsuffler une dynamique de points. Pour moi, c'est clairement un des 2 objectifs prioritaires. Dans le monde du foot de maintenant, et plus que jamais, je dirais, où la tension et la pression est tellement forte, il faut des résultats. Un coach qui a plein d'idées, mais qui ne les concrétise pas par des points qu'il prend en match, ça ne vaut rien. Et là, j'ai tendance à rejoindre un petit peu l'école Deschamps des pragmatiques, l'école Allegri, l'école Deschamps, l'école Simeone, l'école Carlo Ancelotti, ceux qui disent que le foot sans résultat, ça ne vaut pas grand-chose. C'est vrai. En tout cas, on aime tous le jeu. Bien sûr qu'on aime le jeu. On aime bien les phases de séquence, les séquences de possession, de domination qui sont vraiment... On aime bien ça. Ça, on kiffe tous. Mais le foot de haut niveau, ce sont des résultats. Sans victoire, toutes ces belles idées, hop, on les prend et on les fout à la poubelle. Donc pour moi, il faut gagner. Et quelques chiffres qui sont extrêmement symptomatiques. L'OL en Ligue 1, c'est 1,6 points par match de moyenne. 1,6. Faisons un calcul tout simple, on multiplie 1,6 points par 34 matchs en Ligue 1. On est à peu près, si mes calculs sont bons, à environ 53 points. 53 points, ça nous classerait en fin de saison, sur des projections que j'ai établies, environ 6e ou 7e. Pas mieux. En fait, on a actuellement un rythme d'équipe de Conference League. Et ouais, c'est ça le truc. Et si j'affine un petit peu les différentes stats avancées de l'OL, on est maintenant 7e attaque de Ligue 1, 7e défense. Pas de surprise. 7e attaque, 7e défense, 7e de Ligue 1. Il y a une forme de cohérence d'ensemble. En fait, cet OL-là
a des qualités comme je vous l'ai dit, mais dans les deux zones de vérité, devant et derrière, on est trop lacunaire. Il manque des choses, clairement il manque des choses. On croque trop, alors on n'a pas non plus une foule d'occasions contre Marseille, c'est vrai, mais les quelques-unes que l'on a, soit on les négocie mal, soit on les croque. Rappelez-vous le match contre Brest où Lacazette a 2 occasions nettes, une frappe croisée, contre Nantes où il y a 2 têtes. Bref, on a plein d'occasions par match, alors pas tout le temps plein, mais bien souvent on a au moins 3-4 occasions franches. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les bonifie? Est-ce qu'on les maximise? En fait, non. Et si je prends les stats avancées de l'OL toujours, en Ligue 1, on est à peu près à, alors les chiffres sont précis, 1,6 buts par match. Et on est à 1,3 buts encaissés. Donc si je prends l'écart type entre les deux, on marque en moyenne 1,6 buts par match et on encaisse environ 1,3 buts par match. Donc une différence de 0,3 buts par match. C'est pas énorme. C'est même pas énorme du tout. En termes d'expected goals, jusqu'à maintenant, entre les buts attendus pour l'OL et les buts attendus contre l'OL, l'écart était de 0,20. Ce qui montre bien qu'on n'a pas d'emprise sur les matchs, on n'a pas de marge de manœuvre. Et là, je prends pour illustration une vidéo de très grande qualité qu'a faite Florent Tonuti sur YouTube. Je mettrai à l'écran sa chaîne YouTube, vraiment de très très grande qualité, je vous la recommande vivement. Alors pour illustrer ça, je vous prends un document qu'a créé Florent Tonuti, vraiment intéressant, très 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 pertinent. Et je prends donc les différents coachs de l'OL depuis Garcia jusque Pierre Sage. Donc en gros les 5 ou 6 dernières années de l'OL. Sous Pierre Sage, on a marqué en moyenne par match 1,77 buts pour 1,33 encaissés, soit un écart type de 0,44 buts par match. Maintenant, en termes d'expected goals attendus pour l'OL et contre l'OL, là, regardez bien, c'est beaucoup plus significatif. On était à 1,43 buts attendus pour l'OL, donc on a plutôt, sur l'ensemble depuis 1 an et demi, surperformé offensivement. Je pense que l'époque, la période entre janvier et mai 24, elle a largement gonflé le bilan. Il y a eu des matchs où on a surperformé offensivement. Par contre, défensivement, on devait encaisser 1,43 buts par match et on a encaissé effectivement 1,33. Donc là encore, on a surperformé un tout petit peu. En fait, sous Pierre Sage, on a vécu une très belle ère de 6 mois de quasi surperformance. Et pour illustrer ça, il faut prendre l'avant-dernière colonne, quasiment tout à droite, la colonne de différence d'expected goals. En fait, on fait un calcul tout simple, on soustrait expected goals pour moins expected goals contre, on obtient un chiffre qui en l'occurrence est de 0,20 sous Pierre Sage. Ce qui veut dire que, encore une fois, en termes de buts attendus pour et contre, l'écart, il est tout petit. Et Florent le dit bien en vidéo, il l'explique de façon remarquable et brillante. Il dit qu'en dessous de 0,5 de différence d'expected goals, on n'est pas sur un rythme d'équipe de Ligue des Champions. Et quand Textor dit j'ai recouru à la data, j'ai consulté mon board, on a vu les différentes statistiques qui ont toutes prouvé qu'on ne serait pas en LDC en fin de saison, pour le coup, je pense qu'il a vraiment ce type de chiffre-là. Et effectivement, dans la stat pure, quand on prend les différentes équipes de Ligue 1 depuis 5 ans qualifiées via la Ligue 1 en Ligue des Champions, elles avaient toutes à minima, on va dire, entre 0,5 et 1,1 de différence d'expected goal. Alors imaginons que Paris soit le haut du panier avec 1 ou 1,1 d'écart d'expected goals. En moyenne pour le reste, donc Marseille, Monaco, Lille et Lens, peu importe, c'était quasiment 0,6, 0,7, 0,8 de différence d'expected goals. Là, on est très loin. Et je pense que c'est vraiment l'un des marqueurs qui a pu conforter Textor et le board dans le renvoi de Pierre Sage. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Et d'ailleurs, si on fait une comparaison en termes de stats avec les différents coachs qui ont précédé Pierre Sage, on voit que dans le bilan depuis 6 ans, c'est clairement Garcia qui était le coach le plus efficient, avec plus de buts marqués, moins de buts encaissés, une différence de but qui était la meilleure, le plus d'expected goals pour, le moins d'expected goals contre, et donc la meilleure différence d'expected goals. Ce qui veut donc dire qu'on était malgré tout assez loin de ces standards-là. Et Paulo Fonseca doit tendre vers ce bilan-là, en fait. Pour que l'OL se redresse et finisse en Ligue 1 top 4, il faut que l'on marque un peu plus de buts, donc on ait une phase de surperformance offensive. Est-ce qu'on pourrait le faire? Je ne sais pas. Quand on voit le niveau
actuel de Lacazette, Mikotadze, ça interroge beaucoup, évidemment. Et il faudra aussi qu'en termes de buts encaissés, on diminue, qu'on minimise les buts encaissés. Là, on est un petit peu trop élevé. Si on est aux environs des 1,1, on sera très bien. C'est pas impossible, mais il faut gommer tellement de lacunes défensives. Là encore, est-ce que le coach Fonseca y parviendra? Je ne sais pas, mais c'est clairement l'un des 2-3 chantiers prioritaires sur du moyen terme, ça c'est sûr. Et pour finir, chantier numéro 3 du coach Fonseca, un chantier de plus long terme. Et là, ça c'est vraiment le problème de fond, problème structurel de l'OL. Je l'ai intitulé « Remodeler l'effectif » parce que pour moi, Fonseca doit impérativement imposer sa patte à l'effectif de l'OL. Je l'ai dit sous Pierre Sage, je le redis encore sous Fonseca, on a un effectif qui pour moi n'est pas adapté à ce que l'on veut faire. Partout où il passe, Textor dit que l'ambition c'est la Ligue des Champions, top 4 en Ligue 1, gagner l'Europa League, très bien. Ce ne sont que des mots. Et dans le foot, les mots, ça ne vaut rien. Ce sont les actes qui comptent, toujours. Et je pense qu'en termes de profil d'équipe que l'on a, on n'a pas un profil d'équipe bien dessiné. L'effectif, je l'ai dit durant tout l'été, pour moi, il a été construit avec le cul. Voilà, en dépit du bon sens. Il y a des profils qui ne matchent pas ensemble. Quand tu veux jouer en bloc haut, ce qu'a dit Pierre Sage durant des mois, ce que Fonseca dit aussi maintenant, quand tu veux être dominant, il te faut dans le foot de maintenant des centraux qui sont sous pression de très 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 bons relanceurs. Or, comme maintenant on le voit tous en Ligue 1 et en Europa League, on n'a pas ce profil-là, quoi. Alors, le seul qu'on a, c'est peut-être Omari, qui a un très bon pied droit, mais qui est tellement tête en l'air et étourdi que c'est compliqué de lui faire confiance. Donc, que faire? Que faire? Défensivement, je pense qu'il y a un problème de profil de joueurs qu'on a ciblé durant l'été. Voilà, ça c'est pour moi un vrai sujet. Dans le cœur du jeu, Fonseca, Pierre Sage, les deux ont dit, il faut des courses, du volume, du mouvement, de l'intensité. Et là encore, problème d'effectif. Quand tu mets des profils qui sont relativement lents, peu mobiles, Veretout, Tessman, Matic, c'est lourd, c'est extrêmement lourd. Et moi, je veux que Fonseca, sur du long terme, donc d'ici, on va dire, les 6, 7, 8 prochains mois, je veux qu'il impose sa patte et qu'il nous mette des joueurs, des profils de joueurs qui vont insuffler autre chose, qui vont oxygéner le jeu de l'OL. On manque de poumons, en fait. Dans les courses, le volume, l'abattage, les projections, les transitions, défense-attaque, on n'est pas armé. On n'est pas armé. Il te faut des joueurs qui peuvent, sur 10, 15, 20, 30 mètres, faire de vraies différences. Profil type, dans le cœur du jeu, Habib Diarra de Strasbourg, j'aime beaucoup. On n'a pas ce joueur qui, sur peut-être 15, 20, 30 mètres, peut prendre le ballon et, sur une course progressive, casser une ligne. On l'a pas. On ne l'a pas. Quand tu as un match comme ça, où tu subis beaucoup, que tu es parfois sous pression en temps faible, tu n'arrives pas à sortir les ballons, parce qu'il te manque ce joueur qui a des cannes et du volume de jeu, c'est embêtant. Et le foot de maintenant, qui valorise tellement les courses, la puissance, l'intensité, tu n'as pas ce profil-là, c'est quand même c'est pratiquement rédhibitoire, quoi. Donc pour moi, il faut, dans le cœur du jeu, des profils qui vont aérer, donner des poumons, de l'oxygène à ce jeu qui est trop plan-plan, trop scolaire, trop lourdeau, en fait. Une équipe de tractopelle dont je parle souvent en vidéo, c'est un peu dur, mais c'est un constat qui est pour moi factuel. Tessman, Tolisso, Matic, Veretout, c'est lent, c'est beaucoup trop lent dans le football de maintenant. Donc Fonseca a un vrai défi sur du long terme, c'est, je dirais, remodeler l'effectif. Alors évidemment, j'imagine qu'il n'aura pas les coups des franches, puisqu'il a au-dessus de lui quelqu'un qui veut, par la structure multiclubiste, faire des mouvements va-et-vient entre les joueurs. Mais si vraiment Fonseca a vocation à rester longtemps, en tout cas 1 an, 2 ans, 3 ans à l'OL, ce que moi j'aimerais, qu'on ait enfin un peu de stabilité, il faut lui faire confiance. Il faut que les projets, les profils de joueurs qu'on va lui donner collent parfaitement à ce qu'il veut pour l'équipe. Parce que là, confier à un coach qui veut intensité, course, profondeur, domination, possession, pressing contre pressing, si tu lui confies des joueurs comme Matic, comme Veretout, comme Tessman, comme Cherki, qui n'ont pas forcément ce profil de jeu-là, c'est quand même compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc moi, vraiment, c'est mon point de vue sur du long terme. Chantier très important pour Fonseca. Je veux qu'il remodèle l'effectif, qu'il impose sa patte et qu'on puisse voir un effectif adapté à ce qu'il veut faire pour l'Olympique lyonnais. Donc si je résume les gones, pour moi, il y a 3 gros chantiers. Un de court terme, c'est redresser les têtes, redonner un petit coup de boost moral à l'équipe et surtout retrouver l'équilibre offensif, défensif, attaque-défense. Très important, condition presque sine qua non si on veut être ambitieux en Ligue 1 et en Europa League. Second chantier de moyen terme, sur 5-6 mois, d'ici la fin de saison grosso modo,
Prendre des points et réinsuffler une dynamique comptable à l'équipe. Prendre des points, engranger, gagner des matchs. Ça paraît basique ce que je dis là, mais on n'a pas actuellement un rythme d'équipe de niveau LDC. On a un rythme de niveau Conference League tout au plus. Et si on ne change pas ça, on ne pourra pas espérer plus. Et enfin, troisième chantier pour Fonseca de plus long terme, sur on va dire 6 mois, 1 an, il faut que Fonseca impose sa patte, quoi. Qu'on ait un effectif qui enfin colle avec ce que le coach veut. Pas de secret, j'en parle souvent en vidéo, quand le président et le directeur sportif choisissent leur coach, que le coach est appuyé, conforté, épaulé par la direction, et que la direction donne au coach des joueurs qui collent à son projet sportif pour l'équipe, ça matche bien, ça gagne. Et là, je prends 2 exemples concrets et précis. Prenez le cas du LOSC et de l'OM. On a dans les 2 cas de figure un coach choisi par la direction, coach qui est appuyé et validé par la direction, le président et le directeur sportif, et en plus un effectif qui est taillé pour le coach. Quand tu as un président qui valide le coach et un coach qui valide l'effectif, bien souvent, il y a très peu de suspense, ça marche bien. Et moi, c'est un peu le vœu pieux que je formule pour l'OL, c'est qu'on ait enfin une structure sportive qui marche main dans la main et qu'on appuie le coach sur ses différents besoins qu'il aura. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on aura encore affaire au deal parfois inexplicable et inexpliqué de Textor, hein, je passe les détails, maintenant vous les connaissez. Est-ce qu'on aura un coach appuyé par Textor ou est-ce qu'il va encore le flinguer comme il a flingué Sage durant des mois et des mois? Est-ce qu'on aura ça ou pas? C'est le dilemme et surtout quels seront les moyens qu'on voudra bien lui attribuer. Grande question, je n'ai pas la réponse. C'est le temps qui dira si oui ou non on peut aller en ce sens. Sur ce les gones, portez-vous bien, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, pensez aussi à me dire par message vos différents points de vue sur les 3 chantiers de court, moyen et long terme que j'évoque pour Paulo Fonseca. Ciao ciao, allez l'OL, toujours évidemment.